Le succès, ce n'est pas ce que vous avez, mais plutôt ce que vous êtes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le guide, le magazine qui vous montre la bonne voie à suivre pour un avenir meilleur. Nous avons le privilège de recevoir pour vous un savant, un professeur, docteur en droit, un homme de science, un homme d'État qui est avec nous, à qui nous disons bonjour professeur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ben, ça va dans l'ensemble. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, mais il fallait répondre aux besoins de la jeunesse. La jeunesse veut apprendre pour penser demain et savoir vivre dans une société où règne la paix, la justice, l'égalité et la convivialité. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, je vous reçois en tant que professeur, en tant que docteur en droit, en tant que politicien, en tant que papa. Mais je suis tout à la fois, mais avant tout, je suis dans votre émission, c'est parce que moi, je me considère comme d'abord un enseignant. Oui. Parce que c'est le métier que j'ai embrassé, que j'aime. Et la politique, c'est par effraction que j'y entre. Parce que je trouve que la société est en déperdition et qu'il faut apprendre les valeurs élémentaires que doivent avoir ceux qui aspirent à diriger un État. Alors il faut leur apprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à la politique sans savoir qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas, quel est l'objet de leur démarche, si c'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer dans des conditions qui sont déplorées par tous, ça ne sert à rien, parce qu'on vient au pouvoir, on exerce les fonctions pour prévenir, pour assurer un développement global, répondre aux aspirations profondes des populations qui vous mettent en ces lieux-là pour diriger. Voilà pourquoi je me place plus vers ma vocation naturelle, qui est l'enseignement, et ensuite la science, puisque j'ai fait beaucoup de recherches, et puis le service à la communauté. La politique devient pour moi un service à la communauté. C'est pourquoi elle arrive tardivement en termes d'action concrète, avec la casquette. Mais on a déjà servi la politique. Parce qu'on a été dans des fonctions qui sont politiques, mais auxquelles on a été appelé parce qu'on avait la technicité pour réaliser certaines missions au profit de l'État. Ok. Certes, vous êtes un père de famille. Vous êtes quel genre de papa? Oh, mais ça, il faut demander à mes enfants, mais je crois que mes enfants... Vous êtes un papa rigoureux, un papa play avec les enfants, ou bien un papa un peu trop scientifique? Moi, avec mes enfants, c'est d'abord leur inculquer le goût du travail. Le goût du travail dans la rigueur, parfois dans la sévérité, mais avec toute l'affection possible qu'il faut avoir, puisque j'estime qu'ils ont presque eu tout, et c'est parce que je me suis donné pour eux. Je pense que c'est à eux qu'il faut poser la question, est-ce que j'ai été un papa sévère ou pas, mais je n'ai jamais touché à mes enfants, je n'ai jamais tapé mes enfants par exemple. Même des petites claques, non. C'est par leur parler, pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la voie à suivre pour qu'ils soient responsables. Et c'est ça que j'ai pu inculquer à mes enfants. Vous étiez vous-même un enfant. Que les meilleurs souvenirs que vous gardez de votre enfance, votre jeunesse? Il y a beaucoup de souvenirs. D'abord, c'est cette joie que j'ai eue quand j'étais jeune. J'ai commencé l'école maternelle à l'époque. L'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire. Mais à l'école maternelle comme à l'école primaire, c'était la joie de vivre ensemble. De s'amuser dans le sport, etc. Et d'avoir des vacances, des pèlerinages. Ça, nous avons vécu cette jeunesse. Ce sont des grands souvenirs de communion, de solidarité. À l'époque, nous, quand on était jeunes, on n'avait pas la notion que vous avez maintenant de la criminalité pour savoir il est d'où. Non, nous formions des familles. Et c'est cet esprit de solidarité et d'amour partagé avec les amis que j'ai gardé jusqu'aujourd'hui, de tous les coins du Congo. Et à l'époque, on ne savait même pas que tel pouvait venir de tel coin, tel pouvait venir. Non, ça, nous avons vécu comme ça jusqu'à l'école secondaire où
Les souvenirs, c'est bon. La fin des études secondaires, la fin des études primaires. Et puis tous les sports, j'ai fait presque tous les sports. Basket, football, volley. Et je me suis amusé aussi comme beaucoup de jeunes. J'ai été musicien depuis l'âge de 12 ans. Vous étiez chanteur? Avant de devenir chanteur, j'ai été trompettiste, saxophoniste, guitariste et aussi chanteur. Et lorsque l'orchestre du collège que j'ai dirigé pendant presque 3 ans, j'ai ce souvenir-là, des souvenirs partagés avec quelqu'un qui est devenu public aujourd'hui, François-Claude Caboulot, qui est le ministre des Sports, et qui était parmi mes aînés au collège. Nous avons non seulement joué ensemble au football, mais nous avons aussi été des bons musiciens, lui comme moi. Ok. Parlez-nous maintenant de votre cursus scolaire et académique. Bon, le cursus scolaire, c'est l'école primaire et secondaire. J'ai fait ça au collège Saint-Louis de Kananga aujourd'hui, mais c'était la plus grande école catholique qui était là, des Pères des Scots. Et après ces études-là, primaire et secondaire, j'ai quitté le Congo pour aller d'abord au Cameroun, où j'ai fait l'école de promotion collective. C'était une école qui était placée sous la direction de l'archevêque de Yaoundé. Et après ça, j'ai fait l'université de Yaoundé jusqu'en 1980. Et en 81, je me suis retrouvé en France, où j'ai obtenu 3 diplômes, donc des diplômes d'études supérieures spécialisées, des diplômes d'études approfondies, supérieures spécialisées en droit des affaires, études approfondies en droit public, ça veut dire l'histoire des institutions et tout ça. Et puis enfin, un doctorat d'État en droit de l'économie en 1988. Donc c'est un peu, c'est ça le cursus universitaire. Donc j'ai terminé à l'époque avec le grade de docteur d'État en droit. Ok. Maintenant, le choix de faire le titre de droit, c'était votre propre passion d'être poussé par quelqu'un? Bon, je dois vous dire la vérité. Quand j'étais jeune, j'aspirais à devenir officier des forces armées. Ok. Bon. Parce que déjà jeune, j'étais marqué par la discipline qu'il y avait dans l'armée. Et puis, quand même j'étais mes études secondaires, avant d'aller à Yaoundé, je voulais aller à l'école royale militaire de Belgique. Ok. Mais après ça, j'avais 2 choix. Et puis faire des études universitaires. Alors j'avais finalement opté pour les études universitaires parce qu'il y a eu un incident qui a fait que je n'ai pas pu voyager pour aller à l'école royale militaire de Bruxelles. Donc voilà, donc le droit, c'est par vocation que je l'ai eu aussi, parce que depuis mon enfance, je détestais l'injustice. Détestais l'injustice. Et quand j'étais jeune, je me souviens que pour la première fois, j'avais 10 ans, j'avais amené mes chaussures chez un cordonnier qui avait volé ses chaussures, et j'avais été amené à saisir la police de la commune pour porter plainte contre le cordonnier, parce qu'il avait volé mes chaussures. Donc c'est à partir de là que l'idée de justice était entrée en moi, et qui fait que je n'accepte pas souvent l'injustice, je suis obligé d'agir. Donc vous voulez aider les faibles, les gens qui ont les capacités de se défendre? C'est ma vocation naturelle. Ah, okay. Et c'est ça qui a fait que plus tard, j'embrasse aussi, un peu tardivement, l'avocature, parce que je suis aussi avocat, mais je m'intéresse plus, pas l'avocat judiciaire, mais l'avocat arbitre, l'avocat arbitre international, l'avocat des grosses affaires où il n'y a pas d'intervention des procédures judiciaires que je trouve au Congo, des procédures un peu complexes parce que mêlées des pratiques inhumaines. Okay. Quel est le premier job de votre vie et combien vous a été rémunéré? Bon, il y a 2 expressions, job. Travail. Ah, le premier travail, c'est beaucoup plus facile. Le premier travail, c'était mon premier salaire en tant qu'enseignant. Je l'ai eu quand j'étais assistant
à la faculté de droit de l'Université de Paris 12, à l'Institut de droit comparé. C'était le premier job qui me permettait d'avoir l'équivalent d'à peu près 1800 $. C'était en francs français. Waouh! 1800 $. 1800 $, c'est le premier job. À l'époque, déjà, c'était beaucoup, hein? Bon, c'est beaucoup par rapport à ici, mais par rapport au coût de la vie en France, ça permettait justement de payer son loyer, de payer les factures et tout ça, et de se divertir un tout petit peu, en tant que mais sans jeune. constituer finalement beaucoup de réserves. Et à l'époque, je n'avais que 27 à 28 ans, donc Vous étiez encore jeune. j'étais encore très jeune. Avant cet argent, on s'est dit déjà que non, j'ai réussi ma vie à l'époque. Oui, à l'époque, non, pas parce que je n'avais pas encore terminé les études, c'était donc le premier job, mais en tant que diplômé universitaire, qui preste quelque part, et ça, c'était à l'étranger malheureusement, mais quand je suis rentré au Congo, mon premier job, ça a été au ministère des Travaux publics et de l'aménagement du territoire. Et là, j'étais conseiller là-bas. Bon, quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était moins par rapport à ce que j'ai touché à l'extérieur. Mais pour le coût de la vie du Congo, ça valait un peu la peine, parce que ça atteignait à l'époque, vers les années 90, dans les 1000 à 1100 $ à l'époque. De ces faibles commencements jusqu'à aujourd'hui, dites-nous les grandes fonctions assimilez-vous le mieux dans votre parcours professionnel et religieux? Bon, les grandes fonctions que j'ai exercées, d'abord dans l'État. Oui. Dans l'État, la grande fonction, c'est d'abord, j'ai été président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo pendant presque 2 ans et demi. C'est la première fonction. Et la deuxième fonction, c'est celle de ministre en charge de l'économie, du commerce, de l'industrie et des PME. Donc j'avais à peu près 4 ministères qui étaient placés sous ma direction. Et l'autre fonction, c'est celle de président du conseil, président de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale pendant la transition entre 2003 et 2010. Ça, c'est au plan strictement politique, au service à l'État. Mais en tant qu'universitaire, j'ai gravi toutes les fonctions au niveau de l'université, à la faculté de droit, puisque j'ai été doyen de la faculté de droit entre 2003 et 2008, de l'université de Kinshasa. Wow, c'est un grand parcours. Vous êtes surtout un homme de sciences. Est-ce que vous pensez à la relève, la génération Bakadeja existe déjà? Quels sont les professeurs que vous avez déjà sortis dans votre carrière? Oh, beaucoup. D'abord, la première des choses, c'est que c'est moi qui ai créé l'école doctorale à l'université de Kinshasa quand j'étais doyen. Donc j'ai ouvert le 3e cycle et je peux dire aujourd'hui, j'ai au moins j'ai 10 docteurs en droit qui ont été placés sous ma direction pour l'université de Kinshasa et principalement la faculté des droits. J'ai au moins la co-direction d'au moins 6 professeurs de l'université de Kinshasa qui ont étudié en France et en Belgique. J'avais la co-direction avec mes collègues français. Et ensuite, bon, Brazzaville, l'université Marie-Ngouabi, où j'assure aussi des enseignements et j'ai aussi été co-directeur pour 2 thèses de doctorat, mais l'école doctorale de Brazzaville, j'ai participé à la création aussi de cette école. Voilà sur le plan académique, et puis sur le plan scientifique, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages. On me reproche parfois de trop écrire, parce que chaque année, au moins 7 ouvrages dans ma carrière et plus de 30 articles scientifiques dans les revues étrangères principalement, mais aussi congolaises. Qu'est-ce qui vous tient à cœur parmi toutes vos publications? J'aime beaucoup les finances publiques ou les finances globales. C'est ça qui me hante davantage. C'est pourquoi la plupart des publications que j'ai faites, c'est dans le domaine des finances publiques qui découlent, par exemple, les minéraux, donc les mines, les hydrocarbures, le commerce international, tout ce qui intéresse l'argent, moi ça m'intéresse. Et je me suis beaucoup plus apaisanti sur ces domaines-là, justement parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de
d'antivaleurs qui habitent les dirigeants du Congo et même dans les politiques qui sont mises en œuvre, j'avais constaté que la corruption, le détournement des deniers publics, le vol, c'est des vices donc qui m'ont poussé à marteler pour faire prendre conscience aux gens que si on ne maîtrise pas nos finances, il n'y aura pas d'État. Quelle est la source de votre inspiration, de vos inspirations? La source de vos inspirations, tout ce que vous écrivez et tout. La source, c'est... Mais l'inspiration vient d'en haut. Hein. Je crois que l'inspiration vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et puis, comme on est sur la terre des hommes, on constate, voilà l'idéal. Est-ce que nous atteignons cet idéal? On ne peut pas atteindre l'idéal. Mais on doit faire un effort pour atteindre l'idéal. Et c'est l'homme qui est au centre de tout. Il faut que l'homme qui a été créé par Dieu vive décemment et s'épanouisse. S'il ne s'épanouit pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Pourquoi il ne s'épanouit pas? Parce qu'il n'y a pas une meilleure politique de redistribution des revenus. Alors, s'il y a trop de gens qui sont trop riches par rapport à ceux qui sont pauvres, oui, ça me met dans l'injustice. Et c'est ça qui explique ma propre démarche. Je n'ai pas commencé que la vie politique aujourd'hui active. Je l'ai commencé même quand j'étais étudiant parce que quand j'étais en France par exemple, j'étais dans les groupes de réflexion du Parti socialiste français à l'époque. Et je retrouve aujourd'hui quelques acteurs politiques qui à l'époque étaient avec moi lorsque, en 1980-81, on avait bravé le Mobutisme ici pour suivre un peu l'UDPS, le parti des 13 parlementaires. Et à l'époque, les gens avaient peur, mais on avait quand même pris l'option de temps en temps de se réunir. Et je retrouve aujourd'hui, même dans les institutions, certaines personnes qui étaient avec moi. Même comme bien-même, ces personnes ne veulent pas se souvenir de ce qui a été fait en bien ensemble. Bon, c'est ça l'homme, c'est leur droit. C'est ça l'être humain. Vous êtes dans différents pays du monde. Comment faites-vous pour respecter votre charge horaire? Bon, alors moi, ce qui me caractérise, c'est le respect du temps et de l'heure. D'ailleurs, aujourd'hui, vous m'avez dit qu'on devait commencer l'émission à 14h. Je suis arrivé à 14h05 parce qu'il y a des anomalies ici avec les embouteillages. Les embouteillages au pays. Mais mon temps est toujours chronométré. C'est ça qui fait que j'ai toujours un calendrier au début de l'année pour savoir où est-ce que je vais aller à telle période et organiser mes activités en fonction de cela. Alors, la grande difficulté que nous avons pour nous, c'est que les gens vivent au jour le jour, ils n'ont pas de programme. Par exemple, je vous ai dit que je dois partir parce que j'ai un colloque à l'Université catholique de Louvain en Belgique, et de là, je dois aller en Côte d'Ivoire. Donc, tout ça, c'est déjà chronométré, et c'est cette manière-là que moi, je vis. C'est planifié jusqu'à la fin de l'année, qu'à telle date, je serai à tel endroit. Alors, ce moment-là, je peux prendre des rendez-vous. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'est pas un homme normal. Un homme normal doit savoir séquencer ses comportements. Et il n'y a pas d'improvisation chez moi. C'est rare de trouver qu'il y a une improvisation. Et je suis contre ça, que les gens me disent, par exemple, demain, vous allez faire ça. Non, c'est que je dois faire demain. Il faut planifier. Il fallait me le dire avant. Donc, il faut planifier. C'est ça, exactement. Et c'est pourquoi je peux me retrouver à ces endroits-là. Et la mobilité internationale, bon, c'est ça qui fait un enseignant. Un enseignant doit être mobile. Il faut qu'il soit appelé ailleurs pour non seulement donner son expérience, mais de ces contacts-là avec mon extérieur, ça vous permet d'évoluer. Et puis moi, je me repose souvent quand je suis à l'extérieur. C'est en ce moment-là que je peux dormir. Sinon, au Congo, on n'a pas le temps de dormir. Il y a toujours des improvisations, des coups de téléphone intempestifs. Et c'est ça qui fait ma discipline. Donc, le temps chronométré, même avec mes étudiants, il y a toujours des problèmes parce que ils veulent me contacter à tout moment. J'ai dit non, on vous donne le temps pour contacter, on va vous remettre votre travail, il y aura un échange, mais ça ne doit pas être une familiarité tous les jours, je vais vous voir. Non, non, ça doit être chronométré parce qu'on est au service de tout le monde. On doit avoir le respect du temps.
il faut chronométrer le temps. Et moi, j'ai cette discipline-là. Même quand j'étais dans les ministères, avec mes collaborateurs, quand je donne un travail à un collaborateur, je lui donne le temps pour la réponse. Et certains disent, oh, il a une tête électronique parce que quand je donne un travail à tel, il pense que j'ai oublié, il peut cacher. Et après, je lui dis, mais je t'ai donné tel travail, il ne faut pas accumuler. Il faut travailler et rendre compte. C'est ça qui manque un peu au Congo, c'est d'avoir des gens qui pensent avant d'agir et qui prennent le temps de la réflexion pour donner une réponse. On ne doit pas le faire dans la précipitation, il faut prendre le temps, il faut toujours penser et c'est ça qui nous manque. Merci beaucoup. Nous rappelons, nous sommes avec le professeur Grégoire Bakandéja, docteur en droit, un homme de sciences. J'ajoute toujours docteur d'État, parce qu'il y a une grande différence. Il y a docteur d'État, un homme de sciences, un savant, un homme d'État. Et il faut avouer que vous êtes aussi un homme d'État, un politicien avéré. Quelles sont les vraies raisons? Bon, alors si j'avais pris congé de la politique active, c'est d'abord pour des raisons sécuritaires, parce que vous savez, vous avez entendu parler de la commission Bakandéja, etc., qui a fait que, puisqu'on avait fait un audit général sur les institutions, les personnes qui les animaient, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des entreprises publiques. Alors, le fait d'avoir fait ça, en toute indépendance, ça fait beaucoup de mal parce qu'on a été obligé de déceler les erreurs de gestion et qui avaient conduit à la peine de fonction par certains responsables. Alors certains responsables m'en voulaient à mort, même jusqu'à vouloir attenter à ma vie. Wow. Et c'est l'une des raisons qui avait expliqué la disparition. Ma disparition. Et j'ai été obligé parfois de quitter le Congo. J'avais cette chance, comme j'enseigne ailleurs, je pouvais vivre avec cela. C'est ainsi que j'ai dû prendre congé. Et à l'époque, le président Joseph Kabila, qui est encore en vie, était là. Il avait été finalement contacté par les services de sécurité de certains États étrangers pour lui dire il a fait un travail, il faut assurer sa sécurité. Et lui, il avait pris l'engagement en disant qu'on ne pouvait rien me faire et il avait doigté ceux qui m'en voulaient et malheureusement il a travaillé avec eux. Et c'est la raison pour laquelle j'avais pris congé pour aller à l'étranger. Alors je suis revenu à la faveur de comment vous appelez ça? L'union sacrée? Non, à la faveur du président. Du changement. Du changement. Vous avez, on a dit que c'était une coalition? Non, pas la coalition, avant ça. On avait dit que c'était la transition pacifique ou bien il y a un terme qui avait été utilisé, passation de pouvoir. Passation de pouvoir. Et c'est à cause de ça que moi j'ai décidé de revenir en 2020. Et j'étais parti depuis 2018. Wow. Je suis revenu en 2020, donc je suis au Congo depuis 2020, régulièrement. Bon, de temps en temps, entrecoupé par les déplacements, et je suis là. Pourquoi seulement maintenant votre rentrée politique? Non, le parti politique a été pensé avant. Pourquoi? Parce que j'ai créé le parti face au désespoir. Je me suis rendu compte que le pays était en train de s'enfoncer et à l'extérieur, les gens me posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment vous... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? J'ai dit, le seul moyen de faire quelque chose pour faire comprendre aux gens, c'est d'aller dans l'arène pour essayer de sensibiliser tous les décideurs, là, les sensibiliser à prendre en compte les aspirations profondes de nos populations qui aspirent à un développement global et à un développement dans la justice par la redistribution des revenus. Donc leur dire par exemple que certaines antivaleurs, il ne faut pas les privilégier, il faut construire l'État sur la base des valeurs qui gouvernent tous les États. Quelles sont ces valeurs? La démocratie, vous avez choisi cette voie-là. L'égalité, l'intégrité et la justice. Pourquoi la démocratie? Parce qu'on a pris cette voie-là. Pourquoi l'égalité? Les gens doivent être égaux devant la loi, etc. Il faut éviter les discriminations. L'intégrité. Pourquoi? Parce que c'est essentiel à l'harmonie, l'intégrité. C'est essentiel à l'harmonie et au maintien des sentiments
de justice et d'égalité entre les gens. Ça exclut le vol, le détournement, l'escroquerie, etc. Et la justice, ça veut dire une justice équitable. Pourquoi? Parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a des jugements iniques, contradictoires, qui nécessitent qu'on puisse réformer notre système judiciaire. Savoir où est-ce qu'on doit aller avec ce qu'on appelle l'indépendance du pouvoir judiciaire. Beaucoup d'États étaient dans cette voie-là, quand on avait des gouvernements des juges. Oui. Mais est-ce qu'il faut aller dans le pouvoir judiciaire ou le pouvoir juridictionnel? Et l'indépendance de la reconnaître que dans les décisions qui sont prises par les juges. Oui. Donc voilà, ce qui décide de la part aussi de ces derniers d'avoir non seulement la formation, mais d'avoir certaines valeurs pour rendre une justice qui ne soit pas contestée et trop discutée. Quelles sont les solutions attendues après la gestion de la République? Bon, les solutions attendues de la part de ceux qui gèrent, c'est-à-dire que les gens doivent avoir l'esprit et l'idée de redevabilité. Quand on a géré ailleurs, on doit être content de rendre compte de la gestion, parce que c'est une gestion humaine, il peut y avoir toujours des erreurs. Mais quand on ne rend pas compte de la gestion, c'est qu'on veut continuer dans le mal, mais même quand on fait le bien, il y a toujours des petites erreurs. Donc il faut rendre compte. Et quand on a géré, par exemple, au niveau de l'État, si on a été à l'encontre des décisions et qu'on a été déviant, il faut qu'on soit sanctionné. Et cette sanction permet de rééduquer. Parce qu'en fait, ceux qui participent à la gestion doivent être des gens vertueux et éduqués. On met l'accent pour faire de la politique ailleurs, on choisit des hommes vertueux et éduqués. Est-ce qu'il faut allier, il faut nécessairement allier les deux pour gérer un État? Parce qu'on ne va pas gérer un bien familial. Même quand on gère un bien familial, on doit rendre compte. C'est quand même dans le couple, on rend compte. C'est qu'on fait. Oui. Selon certaines indiscrétions de votre parti politique, existe-t-il déjà? Comment est dénommé? Comment est structuré? Quelle est votre devise? Ah, mais non, le parti, je vous ai dit que j'ai un sens socialiste en moi, par ce qu'il y a eu dans l'enfance, dans la vie et tous les jours. Donc j'ai voulu insister sur le parti en dénommant parti socialiste pour l'intégrité et la justice. Donc ce sont ça les grandes valeurs, et c'est ça donc la devise, la démocratie, l'égalité, l'intégrité et la justice. C'est un parti de masse. C'est d'abord un parti de cadres. De cadres. Pourquoi j'ai voulu que ce soit un parti de cadres? Parce que si les cadres ne communiquent pas avec la masse pour donner la véritable information et tout ça, on risque de faire de ce qu'on appelait le moboutisme, par exemple. Donc, que vous exprimez ici, les dialègues, c'est-à-dire parler, et les gens ne comprennent rien. Donc, il faut d'abord que les cadres comprennent. Et à partir de la compréhension des cadres, on peut expliquer aux populations ce qu'il y a. Donc, premièrement, partie des cadres, et deuxièmement, partie des masses. Les masses doivent venir parce que les cadres ont communiqué suffisamment pour donner le sens de la politique à ces cadres-là, pour les aider à effectuer des choix judicieux. Que ce ne soit pas des choix basés sur l'émotion, que ce soit des choix basés sur la raison. Et c'est la raison pour laquelle on met l'accent plus sur les cadres et que ça soit répercuté vers les jeunes. Pourquoi? Parce que tous les partis qu'on a créés maintenant, ce sont des partis de l'époque des partis uniques. Et on retrouve les mêmes masses. Aujourd'hui dans tel parti, demain dans tel autre parti, etc. Donc on n'a pas de base. Et donc il faut donner cette possibilité aux cadres de participer à l'action. Parce qu'on a constaté qu'au Congo, les cadres ne veulent pas trop s'engager en politique, ne font que critiquer, sans nécessairement savoir comment les choses se passent. Donc à ce moment-là, il faut d'abord qu'ils comprennent et ensuite les masses vont suivre. Et c'est ça le choix qui a été le nôtre, de faire autrement que ce qui se passe maintenant. Vous pensez l'implanter dans tout le pays ou bien c'est seulement à Kinshasa? Non, vous savez, le problème n'est pas de l'implanter dans tout le pays. Le problème, c'est celui du choix électoral. Vous voyez,
la Constitution du Congo donne au pouvoir législatif d'élaborer les lois électorales. Or, ces choix des lois électorales, c'est essentiellement un choix politique. Donc tout ce qu'on fait comme aménagement et tout ça, bon, loin de constituer la meilleure représentation, ces choix-là sont guidés par le souci de conserver le pouvoir, de le conserver davantage et de ne pas en donner aux autres. Alors on a donc des lois qui vous poussent à des regroupements. Toutes les lois électorales depuis 2006 poussent à des regroupements pour qu'il n'y ait pas un parti qui gagne tout. Donc en ce moment-là, si vous devez faire des regroupements, il faut alors faire des choix et c'est ça qui nous conduit à la situation actuelle. Il n'y a pas de courant politique bien déterminé, il n'y a pas de courant socialiste, il n'y a pas de courant des libéraux, il n'y a pas de courant des centristes. Ça n'existe pas au Congo. Alors, mais les lois électorales que nous avons, ce sont des lois qui vous poussent à des regroupements et c'est ce qui fait que la dernière fois vous avez vu, il y a Union Sacrée, il y a le FCC, tout ça. C'est parce qu'on a choisi que les gens doivent se regrouper, personne ne peut aller seul. Oui. Donc en ce moment-là, on est bien obligé de voir dans les regroupements qui se font, quels sont les regroupements qui correspondent un peu au courant politique que vous défendez et auquel vous pouvez adhérer. C'est ça. Quelles sont la procédure pour adhérer dans votre formation politique? Mais la procédure, c'est ça. Il faut partir du quartier. Nous sommes en train de faire des structurations, mais on les fait aussi plus par voie électronique. Okay. Nous avons un site web qui nous permet d'accéder à des informations, avoir les formulaires et le faire parce qu'on a des contacts avec le monde entier. Il y a des gens qui nous écrivent. Et puis il y a un compte Twitter, non seulement le compte Twitter du parti, il y a un compte Twitter personnel. Et donc c'est par ces voies-là qu'on peut... et puis nous avons, au niveau des fédérations, nous sommes en train de nous restructurer, des fédérations au niveau des provinces, et même dans la ville de Kinshasa, il y aura des comités locaux, et un comité provincial, et puis une fédération. Donc on répartira ça en fonction des 24 communes, pour que ceux qui veulent, qui sont encore restés dans la situation traditionnelle, qui veulent avoir touché du doigt leur carte d'électeur, ils toucheront ces cartes d'électeurs à travers les comités locaux. Vous pensez vous-même vous présenter à l'élection cette année? Notre parti? Oui. Et vous-même? Non, le parti, moi je ne peux pas me présenter au parti si les structures du parti n'ont pas décidé. Donc, mais moi je crée le parti pour la jeunesse, pour l'avenir. Il faut que le jour où le Seigneur m'appellera, qu'on sente qu'il y a un parti, un courant politique qui a été créé et que les jeunes poursuivent ce mouvement-là. L'essentiel n'étant pas de multiplier le nombre de partis, parce qu'il y en a plusieurs. Mais en réalité, si on doit regarder bien les courants, il n'y a pas plus de 5 partis politiques réels. Parce qu'il y a beaucoup qui sont des partis mallettes. Ok. Alors donc... après les élections, ils disparaissent. Oui, mais vous voyez, nous n'avons pas été aux affaires. Nous n'avons pas participé aux élections. Mais nous créons des structures et des institutions fiables pour que demain, les jeunes qui sortent de nos écoles et nos universités trouvent les structures leur permettant de s'épanouir. Et puis, les partis politiques ne doivent pas être des seuls emplois où on peut orienter les jeunes. Il faut qu'on se batte pour qu'on crée de la richesse dans le pays et qu'on occupe les Congolaises et les Congolais. Je me rappelle encore de votre loi qui a fait bouger les médias et la place politique, la loi Bakandeja. Il s'agit quoi? Bon, en réalité, quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, j'avais laissé une proposition de loi relative aux finances publiques. Bon, cette proposition n'a pas été adoptée parce que je voulais quand même, c'était une proposition de loi organique pour mieux organiser les finances du Congo. Malheureusement, quand je suis parti, bon, c'est resté dans les tiroirs, mais on a adopté une autre loi, qui est la loi relative aux finances publiques, qui est critiquée, qui contient beaucoup d'incohérences. Mais c'est ça, la loi, la proposition de loi qu'on peut considérer comme étant la mienne, parce que j'ai été l'initiateur de cette proposition. Et à la deuxième proposition,
c'est sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une loi que j'avais portée quand j'étais à l'Assemblée nationale. Alors donc il y a cette confusion-là entre loi Bakandeja, ou proposition de loi relative aux finances publiques, ou à la lutte contre le blanchiment des capitaux, et puis l'histoire de la commission Bakandeja, qui était une commission parlementaire qui avait fait un travail que vous connaissez. Donc il y a cette confusion-là, mais les lois ou les propositions de loi qui ont été faites à mon initiative, il y en a deux à l'Assemblée. La première n'avait pas été adoptée. La première, c'était sur les finances publiques qui a été adoptée, mais la deuxième avait été adoptée en 2004, c'est sur la lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Que pensez-vous de la loi Tchani? Je ne pense pas qu'il y ait une loi Tchani, c'est une proposition de loi. Proposition de loi. À une proposition de loi que l'Assemblée devra endosser. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire parce que cette proposition-là existe dans beaucoup de pays dans le monde. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au Congo, quand il y a de telles propositions, on voit un tollé général, alors que si vous regardez les constitutions de beaucoup d'États, ces dispositions-là existent. Malheureusement, au Congo, bon, c'est lié à d'autres controverses. Moi, je ne vais pas rentrer dans les controverses. Les lois chez les êtres normaux sont des textes impersonnels. Ça ne vise personne. Ce sont des textes impersonnels. Et c'est ça qu'il faut inculquer à nos jeunes. Quand on adopte une loi, on n'adopte pas une loi pour les gens qui sont là. On adopte une loi pour l'avenir. Donc, moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur des choses simples chez les êtres normaux. Bon, c'est la République. Hein? Quelle est la place de la jeunesse et de la femme dans votre vie? Mais c'est une grande place pour les femmes. Je vous dis par exemple que dans mon parti, il y a parmi les responsables, il y a des femmes. Mais il faut que les femmes se manifestent. Vous voyez, c'est que nous avons une difficulté au Congo. Moi, je vous dis par exemple, quand j'enseigne en Côte d'Ivoire, même en France, là, je vois des jeunes Ivoiriennes, et même quand on voit celles qui étudient à l'extérieur, elles sont dans la vie active. Elles participent à l'université, elles y vont. Mais rares sont des Congolaises de Kinshasa qu'on retrouve dans les discussions politiques, dans les discussions entre universitaires, dans les échanges, mais elles se cachent. Mais quand vous vous cachez, on ne va pas déceler vos compétences. Donc il faut aller de l'avant, participer, comme font les autres. En ce moment-là, vous aurez votre place. Moi, chez moi, c'est l'excellence. Que vous soyez chinois, malien, congolais, etc. Moi, je vois ce que représente la personne. Je ne vois pas l'origine, je ne vois pas le sexe ou le genre. Je vois qu'est-ce que la personne peut m'apporter dans ce que je fais comme travail. Et c'est en ce sens-là que nous avons besoin des jeunes dames. J'ai eu beaucoup d'étudiantes à l'université, donc si elles veulent bien rejoindre le professeur, je serais heureux de les recevoir. Vous pensez à la relève, quel conseil donnerez-vous à la jeunesse d'aujourd'hui qui veut devenir comme vous? Mais la relève, c'est d'abord, il faut avoir le goût du travail. Le goût du travail et le goût du travail bien fait. C'est-à-dire la perfectibilité. Je sais que la perfection n'est pas de ce monde, mais de faire des choses pour améliorer davantage. Et moi, je donne un exemple. En ce qui me concerne, tous ceux que j'ai formés, je suis heureux de partager avec eux des réflexions. Et certains sont devenus mes collègues. Moi, je m'en réjouis. Et ce qui est peut-être malheureux, c'est que souvent, et c'est ça le reproche que je fais à beaucoup de jeunes Congolais, ils ne sont pas reconnaissants. Il y a des pays dans lesquels, quand j'y vais, mes anciens étudiants ou des gens que j'ai aidés, qui occupent des fonctions, ils sont reconnaissants et vous le disent et ils le manifestent par d'autres. Par des cadeaux. Par d'autres cadeaux. Mais ce n'est pas le Congo. Au Congo, c'est rare de trouver
Une personne reconnaissante. Quelqu'un à qui on a fait du bien. De reconnaître. Qui reconnaît, qui vous le rend. Et parfois qui n'a même pas besoin que De vous le vous. saluez. C'est ça. C'est ça le Congo, mais c'est pourquoi j'ai créé le parti, parler de la solidarité, mais parce qu'il faut aimer le prochain en s'aimant soi-même, être reconnaissant. Et nous avons appris ça de notre jeune âge, cette idée de reconnaître ce qu'on fait, de ne pas accepter gratuitement soit de l'argent ou des cadeaux, d'aimer, de respecter le voisin, de l'aider en cas de difficulté. Et c'est ce sentiment-là qui nous fait parfois penser qu'on est peut-être naïf par rapport à des gens qui vous font du mal et que vous embrassez par la suite. Mais on ne va pas changer. On ne va pas changer le cœur. Le cœur est là. Le cœur doit aimer, même si les autres considèrent que c'est une faiblesse. Mais nous, on doit continuer dans cette voie-là. Parce que c'est Dieu qui récompense. Il ne faut pas compter sur les hommes. Vraiment. Votre mot de la fin, professeur, je sais que ce n'est pas la dernière fois. Mais le mot de la fin, c'est d'abord de vous dire merci de m'avoir déniché, parce que je ne sais pas par quel canal vous avez pu réussir à me voir, et puis à me convaincre De venir. de venir. C'est un honneur pour nous. Et comme j'avais donné ma parole, Oui. c'est pourquoi je suis venu, et je félicite parce que l'émission est bien animée, c'était bien suivi. Et je pense que ce sont les téléspectateurs Qui vont apprécier. qui vont dire si j'ai répondu à vos attentes ou pas. Merci beaucoup, professeur, pour l'honneur que vous nous avez donné aujourd'hui d'être là. Et nous sommes là, nous sommes disponibles pour vous. À chaque fois que vous avez besoin de nous, on est là pour vous. Merci beaucoup. Je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission avec attention. Et je remercie mon équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois à la même heure. Au revoir.